On commence l'enregistrement. Alors, on a vu donc la loi. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on trace la ligne de la création de la loi. Pardon. Une ligne. Voilà. Alors là, c'est la ligne de la loi. On commence une loi par une initiative. Alors, comment on adopte une loi? Donc, c'est ça notre cours, les initiatives de loi. On a dit que la loi parlementaire, on a vu la pyramide, on a dit que la loi parlementaire, donc c'est le texte de base applicable donc, pour l'application des différentes dispositions de la Constitution. Loi dans le sens large englobe Constitution, loi parlementaire et les règlements et les autres derrière et dispositions normatives. Alors, pour la loi parlementaire maintenant, comment on l'adopte? Selon le processus démocratique, on a deux processus d'adoption d'initiatives de loi. On a la proposition de loi, ou bien la proposition de loi, et on a le projet de loi. Alors, les deux initiatives pour introduire une loi au Parlement, donc soit à travers une proposition qui est gouvernementale, parlementaire, ou bien à travers un projet qui est gouvernemental. Alors, soit c'est le gouvernement, à travers sa gestion donc, quotidienne, il constate qu'il y a des anomalies, et pour les régler, il faut qu'il adopte une loi. Il ne peut pas agir par la force. Il doit donc légitimer toute action administrative ou gouvernementale, toute action de l'exécutif à travers donc, des règles qui sont adoptées par le Parlement. Alors, c'est le Parlement qui adopte les lois. Alors, le gouvernement va lui proposer. Et la proposition du gouvernement, on l'appelle un projet de loi. Maintenant, les parlementaires, ils peuvent remarquer que le gouvernement donc, est défaillant quant à sa force de proposition. Ils veulent régler certaines matières. Alors, un groupe de parlementaires peut proposer une loi. Donc là, on est donc dans l'étape de l'initiative des lois qu'on appelle donc, voilà, l'initiative. Il y a deux initiatives. Alors, une fois déposée, donc il est au secrétariat général du gouvernement, donc Ahmed Houkouma. Donc il va examiner, il va la programmer pour la séance parlementaire. Donc le débat ou bien parlementaire, l'examen parlementaire. Cet examen parlementaire est fait par, euh, par étapes. On a d'abord donc, un examen devant la commission législative, donc examen devant la commission législative, des législations. Législative au Parlement, au sein du Parlement. Donc, après l'examen à la commission législative, le texte est soumission au débat public, au débat, non, donc, la soumission au débat au Parlement, au sein de la Chambre. Après le débat, on va donc voter le texte de loi. Alors, une fois on a le projet, on va l'examiner devant la commission. Donc, on va formuler des rapports, des pourparlers, donc un débat. On peut convoquer le gouvernement ou bien le ministre concerné par la proposition, par le projet de loi, et on lui pose des questions pour éclaircir comme ils peuvent proposer des amendements, des modifications.
Après le texte adopté donc, dans la commission parlementaire, on passe au débat au sein de la première chambre. Alors, une fois ce débat a abouti, on fait le vote du texte de loi. Donc, une fois voté, donc cela se fait d'abord donc, dans la première chambre et après dans la deuxième chambre. Donc, alors là, on va mettre première plus deuxième, deuxième chambre. Deuxième. Alors, ces étapes-là sont faites devant la première chambre. Une fois le texte voté, on va le renvoyer à la deuxième chambre. Une fois renvoyé à la deuxième chambre, on va refaire le même processus. On va l'examiner dans la commission législative qui va le soumettre au débat après, à travers le président de la chambre, au débat, donc au Parlement. Il y aura des questions et après ces questions-là et ce débat, on va faire le vote. Si le texte est voté, on passe à l'étape suivante. Sinon, il doit revenir à la deuxième chambre. Alors maintenant, supposons, donc en parlant par exemple de la loi donc, sur la circulation, alors le ministre, donc commençons, donc le ministre va proposer un projet de loi qui va augmenter les amendes concernant le respect du droit de la circulation, donc de la sécurité routière, pour diminuer un peu ou bien dissuader les conducteurs de violer donc la loi pour un peu diminuer les accidents. Alors, il va proposer 1500 dirhams d'amende pour chaque infraction. Alors, la première chambre, il va dire d'accord, donc 1500, donc c'est bien pour réprimer toute infraction routière. Mais dans la deuxième chambre, qui regroupe les professionnels, il va dire non, donc il y a des salariés qui travaillent dans le transport, leurs salaires sont un peu minimes, c'est 3000 dirhams, alors s'ils payent une amende pour une faute, donc ça serait un peu aberrant, c'est inhumain, c'est très lourd, donc on va pénaliser le transporteur et ça va créer donc une xénophobie envers ce métier et ça peut impacter l'économie. Alors rappelons que dans la deuxième chambre, il y a donc les représentants des chambres de commerce, ainsi de suite. Donc l'économie sera impactée parce que le coût du transport deviendra plus lourd, parce que le risque envers le chauffeur sera très grand. Il y aura donc une demande de plus de salaire ou bien une pénurie de chauffeurs. Alors, il va proposer de diminuer l'amende à 700 dirhams ou bien 500 dirhams. Donc, alors maintenant, ce texte-là ne peut pas être voté. On doit revenir à la première chambre pour valider donc la proposition faite par la deuxième chambre. Alors, la première chambre va dire, mais non, 500 dirhams, ce n'est pas dissuasif. Dissuasif, ça veut dire, ça ne peut pas interdire comportement. Dissuader quelqu'un de faire quelque chose, ça veut dire le convaincre de ne pas la faire. Alors, il faut ajouter, donc on va proposer 1000 dirhams. Donc, on a maintenant donc, un texte qui a commencé par 1500, donc il a été adopté. Donc, dans la deuxième chambre, on a dit 500, on doit revenir à la première chambre, elle va dire 1000. On va revenir à la première chambre, pardon, il va dire 1000. Donc, la deuxième chambre va dire non, 1000 c'est encore loin, on propose 800. Donc, on revient à la première chambre. Là, ça fait ce qu'on appelle la navette des lois. Alors, en cas de navette des lois, ça veut dire lorsque la loi fait le va-et-vient entre les deux chambres, donc pour être adoptée, on va procéder à la constitution de ce qu'on appelle une commission paritaire. Alors, cette commission paritaire, c'est une commission qui est composée de membres du Parlement, donc de la Chambre des représentants, et de membres de la deuxième chambre, de la Chambre des conseillers, qui vont adopter donc un texte, adoption, un texte qui va être soumis
au vote direct. Alors ce texte-là sera en commun accord entre, dans la commission paritaire entre la première et la deuxième chambre. Ils vont adopter une seule formule, donc qui va être soumise au vote dans la première chambre, sans débat, sans possibilité de modification. Soit ils votent, soit ils refusent. Et après, dans la deuxième chambre, donc ils vont voter, soit ils adoptent, soit ils refusent la loi. Donc, s'ils refusent, il doit revenir au début, donc, et on doit changer le projet de loi ou bien la proposition. Alors, une fois votée, donc maintenant, si la loi est votée, on doit la renvoyer à renvoi pour ratification. La ratification, elle est faite par le roi. Alors, 5, ratification, bien promulgation. On parle aussi de promulgation de la loi. Donc, elle est faite par Sa Majesté le roi. Donc, on renvoie le texte au roi. Donc, le roi, il va l'examiner. Le roi peut demander ce qu'on appelle une deuxième lecture. Le roi peut renvoyer le texte au Parlement pour demander au Parlement de faire ce qu'on appelle, donc là, renvoi pour faire une deuxième lecture. Et là, le Parlement doit réexaminer le texte sous les recommandations du roi pour essayer de le modifier ou de l'adopter, d'adopter les propositions du roi ou bien de les décliner et renvoyer encore le texte au roi pour le ratifier. Alors, si le roi est satisfait, il va le ratifier. Sinon, donc voilà, donc on a un petit silence, on ne sait pas. Donc, généralement, le roi, s'il ne ratifie pas un texte, le texte n'est pas définitivement adopté. Parce que c'est la ratification et la promulgation du roi donc, qui va ordonner, en plus de cela, donc, une fois ratifié, le roi ordonne la publication de la loi, du texte. Alors, on ordonne la publication de texte. Pardon, je suis un peu enrhumé. Désolé. Alors, après la ratification, le roi va ordonner la publication de la loi au bulletin officiel. BO qui est égal bulletin officiel. Bulletin officiel du royaume. Donc, et là, la loi entre en vigueur. Donc, elle est maintenant applicable. Toutefois, donc, l'entrée en vigueur de la loi peut être subordonnée à certaines conditions. Par exemple, on peut adopter une loi et subordonner son application à l'édiction des textes réglementaires. Donc, on va dire, la loi, elle est publiée, par exemple, au 1er janvier, et on va dire, la loi ne serait applicable qu'après l'adoption par le gouvernement des règlements d'application. Règlements d'application, ça veut dire les textes qui sont faits par le gouvernement pour une meilleure application de la loi. On a parlé, donné l'exemple de la loi sur le code de la route, le code de la route et de la sécurité routière. Alors, on va l'adopter. Donc, on va changer, par exemple, on a adopté le système des points pour le permis. Mais pour mettre en œuvre ce système, il faut déjà doter les permis à travers un système informatique qui peut comptabiliser les points. Donc, si on a un permis en papier, comment on peut comptabiliser que vous avez moins 3 points ou moins 5 points? Alors, pour ce faire, il faut faire des règlements qui vont organiser ce retrait de points en cas de violation du code de la circulation. Alors, c'est pourquoi on va subordonner, on va
donner une condition de l'application de la loi et ne sera applicable qu'après l'adoption, qu'après que le gouvernement adopte les règlements pour l'application de cette loi. D'accord? Alors voilà, donc comme il peut être euh, retardé, on va adopter la loi en 1er janvier, on va dire son application, la loi, elle est publiée, mais elle n'entre en vigueur qu'à partir du 1er juin prochain, pour donner 6 mois aux professionnels ou bien aux sujets de droit de s'adapter avec la nouvelle loi. Donc lorsqu'on a adopté par exemple la loi de l'interdiction des sacs plastiques, alors on ne pouvait pas adopter la loi aujourd'hui et passer demain à pénaliser les commerçants. On leur a donné 3 mois pour se débarrasser de leur stock de sacs en plastique et le temps aussi à l'industrie de produire suffisamment de sacs en papier ou en produits alternatifs au plastique. Donc, la loi peut bénéficier dans son application de ce qu'on appelle le délai de grâce. D'accord? Alors, c'est généralement, donc voici, donc on commence par une initiative de loi, sera débattue au Parlement, puis ratifiée par le roi, puis on passe à la dernière étape. On a dit que c'est la, pardon, la publication. Et la dernière étape, donc la publication au bulletin officiel. Comme dernière étape dans l'acheminement au bulletin officiel. Voilà, donc et la loi entre donc en vigueur et devienne applicable. D'accord? Ça va? Alors maintenant, donc on va parler de deux notions. Donc oui, quand est-ce que la loi euh, là on commence donc l'étape qu'on appelle l'entrée en vigueur de la loi, la GEFAS. Donc une fois publiée, donc, on va commencer donc ce qu'on appelle l'étape de l'entrée en vigueur de la loi. La loi entre en vigueur dès sa publication. Dès sa publication ou selon les conditions légales. S'il n'y a pas de délai de grâce, alors on appelle, pardon, le délai de grâce. Donc c'est le délai ou bien le temps qu'on donne à la loi et pour être appliquée, donc qui est différé de la date de sa publication. On publie la loi en janvier et on dit qu'il ne sera applicable qu'à partir de juillet, donc ou bien de août. Donc on lui donne 6 mois pour, au sujet de droit pour s'adapter, se conformer à la loi. Alors ça c'est l'entrée en vigueur. Et une fois entrée en vigueur, la loi est applicable. Une fois entrée en vigueur, la loi est applicable. Toutefois, donc cette application nécessite plus de détails et là on va parler donc de l'application de la loi dans le temps et dans l'espace. Donc, et il est applicable d'une façon permanente jusqu'à son abrogation. Alors là, on a les trois étapes. Donc, un, on a l'application de la loi, l'entrée en vigueur de la loi. Donc, un. Deux, on va voir l'application de la loi dans le temps et de l'espace. Et la dernière étape, donc, lorsqu'on a fait l'abrogation de la loi. D'accord? Alors, essayons de voir ces trois étape. Alors, l'entrée en vigueur de la loi, on a dit qu'il est immédiat si la loi ne dispose rien. Alors, une fois publié le lendemain, il est applicable. Donc, et là, il faut rappeler un petit principe, donc, on va le voir ici. Donc, une fois, donc, toutefois, on a dit que la loi peut être subordonnée à un délai de grâce ou bien à une condition. Donc, la loi, par exemple, peut être subordonnée de l'application oui, de l'Académie arabe est subordonnée à la création d'une institution.
Une fois l'institution n'est pas, tant que l'institution mentionnée dans la loi n'est pas créée, la loi reste inapplicable. Par exemple, la loi sur la concurrence était subordonnée à la nomination du Conseil de la concurrence en 2019, en 1999. Tant que le Conseil de la concurrence n'est pas formé, donc on ne peut pas appliquer la loi. Donc, et là, la loi n'entre pas en vigueur, donc elle reste donc subordonnée aux conditions légales qui sont mentionnées dans la loi. Mais une fois entrée en vigueur, on parle de l'effet immédiat de la loi. On a un principe de l'effet, l'application de la loi dans le temps, effet de la loi. Donc, ça veut dire une fois entrée, donc appliquée, la loi entre en vigueur. On adopte le texte aujourd'hui, demain vous faites l'infraction, donc vous serez passible de l'amende prévue par le nouveau code. Donc, supposons qu'il n'y a pas de délai de grâce, on adopte le code de la route le 1er janvier. Le 2 janvier, vous brûlez un feu rouge, vous serez passible de 1500 dirhams parce que le nouveau code est par 2500 dirhams. Alors, vous dites au policier, non, hier c'était 700, oui, c'était hier. Donc, immédiatement, on applique la loi depuis le jour suivant. Mais toutefois, on a un principe qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité. Le principe de la non-rétroactivité de la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi ne peut pas être appliquée à des la loi ne peut pas être appliquée à des faits antérieurs à sa publication. Donc retenez le mot, donc rétro, ça veut dire rétro, ça veut dire, lorsqu'on parle d'un rétroviseur, c'est rétroviseur, ça veut dire le petit miroir qui nous permet de voir derrière. Donc rétro, c'est derrière. Alors rétroactivité, ça veut dire être active pour le passé, hein, parce que là derrière, c'est pas donc dans l'espace, c'est dans le temps. Rétroactive, ça veut dire l'application de la loi dans le passé. Et là, on répond non, on ne peut pas appliquer la loi dans le passé. Alors, j'ai brûlé le feu rouge le lundi 31 décembre. La loi est adoptée le 1er janvier. Alors, le radar m'envoie une amende de 1500 dirhams. Je vais dire non. Donc, j'ai brûlé le feu rouge alors que l'amende était seulement 700 dirhams. Donc, la loi n'est pas applicable pour les faits dans le passé. La loi n'est adoptée que le 1er janvier 2021. Donc, le crime que j'ai commis, c'est en décembre 2020. Donc, on ne m'applique pas l'ancien texte. Et là, c'est un principe. Pourquoi? Pour garantir la sécurité juridique. Ce qu'on appelle la sécurité juridique, c'est la sécurité de transaction. Alors, supposons par exemple que en matière d'héritage, donc on est dans une société qui évolue, on va adopter un texte qui va instituer la parité de l'héritage entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que ça veut dire que les hommes vont avoir le même héritage que les femmes dans les sœurs comme les frères. Alors, une fois adoptée, cette loi devient immédiatement applicable. Supposons qu'il s'applique dans le passé. Ça veut dire que toute femme peut contester l'héritage de son frère en disant que, ah, voilà, la Moudouana a adopté un nouveau texte qui dit que nous devons partager à même pied d'égalité l'héritage de notre papa ou de notre maman. Et il y a 20 ans, donc on l'a partagé les Dakarim en différenciant entre deux parts pour l'homme et une part pour
Maintenant, on doit refaire le partage. Alors là, ça va perturber tout l'ordre social, ça va créer une zizanie, ça va créer beaucoup d'insécurité sociale. Alors cette règle-là, donc du principe de la non-rétroactivité, il nous permet de garantir une sécurité juridique et de ne pas aller, donc de ne pas perturber la société. Ce qui est acquis, il est acquis. La loi est immédiatement applicable et elle s'applique pour le futur. Donc là, on va rajouter applicable, applicable pour les faits futurs. Donc, il ne s'applique pas pour le passé. Alors, ce principe, donc, est garantit une sécurité juridique. Euh, Pourtant, donc, toutefois, donc, on a des exceptions au principe de la non-rétroactivité, de la non-rétroactivité de la loi, ou bien de la règle de droit en général. Alors là, je préfère écrire règle générale. La règle de droit, donc qu'il soit une loi ou une constitution ou autre. Alors, on a la nouvelle constitution, il part du chef du gouvernement. L'ancienne constitution part du premier ministre. Alors, on ne veut pas revenir à l'ancien, on va dire non, vous êtes chef de gouvernement, donc c'est un premier ministre. La constitution de 96 l'appelait ainsi. Alors, les exceptions au principe de la non-rétroactivité, on peut citer trois exceptions. Première exception, c'est la loi pénale la plus douce. La plus douce. Alors, je préfère que ce soit le 2. Alors, on va voir le 1. C'est la loi expressément rétroactive. Alors, et on a le... oui. Alors, première exception au principe de la non-rétroactivité de la loi, c'est lorsque la loi elle-même dispose dans son article, dans son contenu, qu'il s'applique aux faits et aux situations antérieures. Et là, on parle que la loi est expressément rétroactive. On adopte une loi et on dit cette loi-là, il va non seulement régir les faits actuels et futurs, mais il doit régir, ça veut dire encadrer, s'appliquer aux faits antérieurs. Et là, on dit que la loi est expressément rétroactive. Donc, on a un exemple phare dans l'histoire du Maroc, c'est la loi sur la répression des fraudes dans les aliments. Donc, c'était en 1959. 1959, si vous vous rappelez, donc c'est le lendemain de l'indépendance. Nous n'avions pas une loi, beaucoup de lois. Donc, le colonisateur n'a pas laissé un arsenal juridique assez complet. Et en 89, il y avait une usine, donc à Meknès, des huiles, des usines d'Aziz, qui a utilisé frauduleusement, ça veut dire en faisant une fraude, des huiles traitées, donc recyclées, des moteurs d'avion. Ils ont utilisé l'huile des moteurs d'avion, ils l'ont traitée et ils lui ont rajouté d'autres ingrédients et l'ont mis sur le marché en tant que huile de table. Alors, huile de table, donc les gens ont consommé et cette huile de moteur d'avion était toxique. Et plusieurs personnes sont tombées malades, donc on avait aussi des morts, des intoxications à cause des huiles, ce qu'on appelle l'affaire des huiles frelatées. Alors, en 1959.
Alors, vous pouvez chercher sur Internet pour trouver donc l'affaire. Alors là, donc le sultan a dit, Mohamed Khamis a dit, donc on n'a pas de texte pour punir ces personnes. Et on n'est pas dans l'anarchie, donc on doit agir, on est dans l'état de droit, donc il nous faut une loi. Alors on a adopté une loi qui a disposé qu'il est applicable pour les faits antérieurs à l'adoption de la loi. Donc on avait la calamité, donc on parle de calamité, ça veut dire une catastrophe, des intoxications à cause des aliments de l'huile, de l'aliment huile, euh, et on devait le sanctionner, et on ne peut le faire qu'à travers une loi. On adopte la loi. Le principe dit que la loi ne s'applique pas aux faits antérieurs, donc on va faire une exception, et on a dit que la loi va s'appliquer aux faits antérieurs à la loi. Et là, la loi est expressément rétroactive. La deuxième exception, c'est la loi pénale la plus douce. Donc la loi pénale la plus douce. On est donc au Maroc, on est par exemple euh, au XXIe siècle et on a tendance à être plus ouvert et à être plus libéraux. Alors le Maroc, comme vous le savez, il réprime toutes les relations sexuelles hors cadre de mariage, euh, alors que la société, donc ça devient usage. Alors là, on veut être moins répressif euh, par rapport à cette infraction. Et le législateur va par exemple diminuer donc l'infraction, bien la peine sur l'infraction de l'emprisonnement à l'amende seulement, au lieu d'emprisonner les gens. Donc on va seulement leur demander de payer de l'argent. Alors là, on a donc un nouveau texte donc, qui dispose que la peine est de 1000 dirhams d'amende au lieu de 3 mois de prison ferme. Alors là, c'est une nouvelle peine qui est moins lourde. Ça veut dire qu'il est plus clémente que l'ancienne peine. Maintenant, quelqu'un qui a commis l'infraction sous l'égide de l'ancienne loi, et il est toujours en poursuite devant le tribunal, et on adopte le nouveau texte qui dit que non, ce n'est pas l'emprisonnement, c'est seulement 1000 dirhams. Alors il doit être libéré, et on doit lui appliquer la nouvelle loi pénale qui est plus clémente et plus douce. Donc c'est ce qu'on appelle donc la rétroactivité de la loi pénale la plus douce. D'accord? Alors, donc, troisième exception, c'est lors des relations contractuelles. Alors, pour la stabilité des relations contractuelles, un contrat qui est établi sous l'égide de l'ancienne loi continue à produire ses effets, même si la nouvelle loi est plus exigeante ou bien différente. Je donne un petit exemple. Donc, en loyer, par exemple, sous l'égide de l'ancienne loi, vous pouvez louer un appartement, mais sans contrat. Alors, imaginons quelqu'un, comme dit Naqdima, dans l'ancien Médina, qui a loué une maison et qui n'a pas conclu de contrat parce qu'auparavant, donc, on faisait le contrat verbalement. On n'a pas un contrat écrit. Alors, le monsieur, donc, il est là, ça fait 30 ans qu'il habite la maison et il paie ses loyers. Maintenant, on a une loi qui exige que le contrat de loyer doit être consenti en écrit. Ça veut dire que le contrat de loyer doit obligatoirement être écrit, sinon on ne le reconnaît pas. Alors, est-ce que cette personne-là qui a loué un appartement, ça fait 30 ans, doit sortir de l'appartement, ou bien la maison, ou bien on ne doit pas lui reconnaître donc son droit au loyer? Alors là, on dit non. Donc ça va perturber la stabilité des relations contractuelles. Alors, ils ont conclu le contrat verbalement sous l'égide de l'ancienne loi qui l'autorisait. Maintenant, la loi exige l'écrit. Donc, et on continue à profiter des dispositions de l'ancienne loi pour ne pas perturber donc les relations contractuelles. Là, donc, c'est ce qui concerne donc l'application de la loi dans
le temps. Donc, d'accord? Alors, après l'application de la loi dans le temps, donc on a l'effet immédiat. Alors, application pour l'effet futur, le principe de non-rétroactivité et les exceptions au principe. On a dit qu'il y a 3 exceptions, 1, 2 et 3. Et là, ce sont les exemples, donc on les supprime. Alors ça, c'est ce qui concerne l'application de la loi dans le temps. On a donc après, on va voir l'application de la loi dans l'espace. Alors, comment on applique la loi dans l'espace? Alors, où est-ce qu'on applique la loi? Ça va, vous me suivez, non? J'ai l'impression que je parle tout seul. Oui, oui, bonjour Aya. Très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez dire? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Bien, qu'est-ce que ça veut dire l'application de la loi dans l'espace? Et qui peut me définir l'espace? Qui peut me parler du principe et de ce qu'il sait de l'application de la loi dans l'espace? Vous pouvez lever la main si vous cliquez sur le petit bonhomme au milieu, en bas, pour prendre la parole et dites-moi qu'est-ce que ça veut dire l'application de la loi dans l'espace. Oui? Qui veut prendre la parole? L'espace, c'est-à-dire des lois. Ces lois est valable justement au Maroc. Euh, Merci, Luna, pour la réponse, mais j'aimerais vraiment que vous corrigez par rapport à la phrase. L'espace, c'est-à-dire, alors, je reprends, c'est très intéressant. L'espace, virgule, c'est-à-dire, alors, ce loi. Donc, ce, c'est pour le masculin. Une loi, c'est féminin. D'accord? Et ce, c'est pour pronom démonstratif, on ne peut pas l'utiliser ici. C'est-à-dire, et lorsqu'on dit c'est-à-dire, il faut ajouter que. C'est-à-dire que. Donc, et on dit la loi et non pas le loi. Que la loi est valable. Donc, on ne dit pas valable, donc elle est toujours valable. On va dire applicable. La loi est applicable. Euh, Justement au Maroc. On ne dit pas justement. Justement, c'est pour confirmer. Mais on dit seulement est applicable seulement au Maroc. Alors, la phrase corrigée devient ainsi. Donc, le principe, c'est que l'espace, c'est-à-dire la loi, est applicable seulement au Maroc. Alors, l'espace, c'est-à-dire que la loi est applicable, donc, elle dépend de la situation et du lieu. Elle dépend, oui, donc de la situation, hmm, donc pas toujours, mais du lieu, oui. Donc, et là, on a un principe, oui, est un principe applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République. Oui, d'accord, la République, c'est en France. Il ne faut pas faire du copier-coller euh, du Google, parce que si vous dites ici au Maroc République, ça veut dire que vous êtes en infraction vis-à-vis de la Constitution, et Kaïba. Au Maroc, nous avons une monarchie, au royaume. Alors, au royaume. La République, ça veut dire que vous êtes contre le roi et vous voulez un président au lieu d'un roi. Alors, quelqu'un, oui, voilà, applicable sur le territoire marocain. Merci, Aya.
Alors voilà, donc et l'on ressort deux principes. On parle du principe de la territorialité des lois. Donc ça veut dire que la loi est applicable dans le territoire national. Une loi marocaine est applicable sur le territoire marocain. Et une loi française est applicable sur le territoire français. Une loi euh, sénégalaise est applicable sur le territoire sénégalais. Alors, et là, ça nous revient à dire c'est quoi le territoire? Qui peut me définir le territoire marocain? Oui, le territoire marocain. Comment il est défini? Donc, c'est quoi les frontières du territoire marocain? Vous pouvez activer le micro et prendre la parole. À votre avis, Hiba, c'est quoi le territoire marocain? Oui, je vous, je vous entends, j'écoute. Vous êtes toujours là? Messieurs, mesdemoiselles? Oui, monsieur. Oui, donc ça, c'est le territoire. C'est Oui, et la territorialité des lois oui, est un système législatif en vertu duquel une loi s'applique à tous les résidents d'un territoire. d'accord. Alors, ma question était, c'est quoi le territoire marocain? Comment vous pouvez délimiter le territoire marocain? C'est à son Ou bien frontière. notre pays? Oui, à travers les frontières. Frontière. Quelles frontières? Quelles frontières plus précisément? Quelles sont les frontières du Maroc, si vous permettez? Quelles sont les frontières du Maroc? Comme a dit la camarade de Tanja Gouira. De Tangier à Gouira. Donc seulement, donc ça c'est le nord et le sud. Maintenant, à l'est et à l'ouest, à Tindouf est marocaine, elle est entre Tanger et le Gouira, non? Alors, il faut délimiter le territoire, donc terrestre. Donc, on a trois éléments à définir pour le territoire. Donc, terrestre, maritime et aérien. Parce que, donc, ce qui cause beaucoup de problèmes, c'est le territoire terrestre, donc le territoire maritime et le territoire aérien. Alors, au niveau du territoire terrestre, donc, on a des frontières qui sont tracées entre les États. Donc, il y a beaucoup de conflits autour du territoire, des territoires terrestres. Donc, pour le Maroc, il est limité à l'est par l'Algérie, au nord par l'océan Atlantique, par la mer Méditerranée, à l'ouest par l'océan Atlantique et au sud donc par la Mauritanie. Et on a une bande donc vu le conflit du Sahara donc isolée le long des frontières algéro-mauritaniennes donc du Maroc. Ça, c'est le territoire terrestre. Mais toutefois, donc, on a aussi un territoire maritime, parce qu'il y a le Maroc, il y a la Méditerranée et l'Espagne. À combien de mètres bien, et de kilomètres on peut naviguer et on peut se considérer comme étant dans le territoire maritime marocain.
Et voilà, donc on a 15 km entre le Maroc et l'Espagne. Est-ce qu'on va partager 7 km, 7 km, ou bien est-ce que c'est 10 km, 5 km? Alors, vous pouvez chercher sur Google, qui peut chercher et me dire à combien de nœuds, parce que le territoire maritime, on le calcule en nœuds, à combien de nœuds on délimite le territoire maritime marocain. Alors, un bateau qui circule, est-ce qu'on peut l'arrêter en plein mer? Parce qu'il a violé, je ne sais pas, donc, le territoire maritime marocain. Donc, cherchez sur Google qui peut m'apporter la réponse. Et aussi le territoire aérien. À partir de combien d'altitude on est dans le ciel du Maroc? Parce que délimiter aussi le ciel, donc on a le ciel, et il y a une convention qui détermine ce qu'on appelle l'open sky. L'open sky, ou bien le ciel ouvert, à partir d'une certaine altitude, on est dans une zone internationale. Ça veut dire un avion qui passe très loin, même si c'est au-dessus du Maroc, ce n'est pas considéré comme un territoire aérien marocain. À partir de quelle altitude on est dans le territoire aérien marocain? Parce que si on est dans le territoire aérien marocain, on doit payer des taxes, on doit profiter de la sécurité. Un avion donc, qui voyage de Paris à Dakar, par exemple, et qui passe à travers le Maroc, il bénéficie de la protection de l'aviation marocaine, donc des radars marocains, de l'orientation, ainsi de suite. Donc, s'il a une panne, il peut atterrir sur un aéroport marocain. Et pour profiter de ces services-là, et aussi donc question de sécurité, pour l'autoriser à traverser le ciel du Maroc, donc il y a une taxe à payer donc, pour l'État marocain. Et aussi, l'État ne peut pas permettre à n'importe quel engin de passer sur son ciel. Il peut jeter une bombe nucléaire ou autre. Donc, ça constitue une parcelle de la souveraineté nationale. Donc, il y a, oui, le domaine maritime marocain s'étendra également de Tanger à Gouira et de Tanger à Saidia. D'accord, mais je ne parle pas de la longitude, donc de la longueur ou bien des frontières terrestres. À combien de mètres? Je suis en bateau et je suis dans la mer. Et là, l'Espagne devant moi et le Maroc devant moi. Alors, est-ce que je suis dans les eaux de l'Espagne ou bien dans les eaux du Maroc? Alors, aussi, on a les îles Canaries à la Youn, et là, donc, je suis un bateau de pêche, et il y a les Espagnols qui viennent m'intercepter et me dire non, vous êtes dans le territoire espagnol. Non, je suis dans le territoire marocain, je suis en plein mer. Alors, en plein mer, comment on peut délimiter le territoire si on a des frontières on a des frontières entre Maroc et Algérie, donc comment faire la différence? Alors là, sincèrement, donc c'est un problème très épineux dans les relations internationales. Il y a beaucoup de conflits de frontières maritimes entre, dernièrement, vous vous rappelez le conflit entre la Turquie et la Grèce. Alors les États s'étendent jusqu'à une limite fixe à 12 000 marins à partir des lignes de base. Voilà, donc il suffit de chercher Messeletnan et il suffit de chercher sur Internet. Donc, on a trois catégories de bandes de territoire maritime. On a 12 nœuds, et là, on l'a calculé par rapport à la distance de tir d'un canon, lorsqu'on a tracé à travers une convention les espaces maritimes, on a dit il faut donner une distance suffisante pour être épargné, pour que le sol terrestre soit épargné des tirs des canons. Alors le canon, il va tirer, donc le tir était à l'époque de 12 000, donc 12 miles. Alors on va dire 12 miles interdites à tout étranger, à tout bateau étranger. Donc, et après, on a une autre zone de la pêche maritime. C'est territoire marocain.
autorisé pour la pêche, donc on ne peut pas permettre aux bateaux militaires de s'y insérer. Et après, on est dans les hautes mers. Donc, alors les hautes mers, donc là, il n'y a pas de loi. Donc, entre le Maroc et les États-Unis, on a les frontières marocaines et on a les frontières, par exemple, de l'Amérique des pays de l'Amérique du Sud. Et on a les hautes mers, et là, la circulation est libre. Donc, et beaucoup de trafic entre bateaux se fait dans les hautes mers parce que ça n'obéit à aucune loi. Donc, parce que ça n'appartient à aucun État. Mais si vous êtes dans les eaux marocaines, alors la marine royale peut vous intercepter et vous pénaliser si vous êtes hors la loi. D'accord? Donc, alors là, il faut chercher, creuser davantage concernant plus de détails des territoires maritimes. Aériens aussi, on a dit qu'on a donc des limites concernant le territoire aérien et on a l'open sky, ou bien là, on peut faire des vols ou bien des essais à une altitude très, très haute. Désolé. Alors, voilà, donc l'espace aérien aussi est délimité par des conventions internationales. Donc voilà, c'est une convention américaine qui l'a délimitée. Alors, les lois marocaines, ils s'appliquent sur le territoire terrestre, maritime et aérien marocain. Par exemple, le Maroc interdit le trafic et la consommation du cannabis. Le Netherlands, donc Hollande, le permet. Alors, un Hollandais, s'il vient en touriste au Maroc, il ne peut pas se permettre de, de, de dire ah, moi je suis Hollandais, j'ai le droit de consommer et de vendre le cannabis comme je le veux, donc du hashish. Parce que non, c'est interdit au Maroc, on ne peut pas le faire. La polygamie, par exemple, est permise aux États musulmans, donc au Maroc, mais elle n'est pas permise en France. Alors, tu ne peux pas aller en France et dire, donc je suis marocain, j'ai le droit de me marier avec 4 femmes. Alors là, sur n'importe quel territoire, on applique donc la territorialité des lois. Si vous êtes installé en France, vous devez vous soumettre au droit français. Si vous êtes installé au Maroc, vous devez vous soumettre au droit marocain. Toutefois, ce principe de territorialité a une exception. Donc là, l'exception diplomatique. Donc, au Maroc, on a des ambassades. Les ambassades et le consulat des différents pays obéissent, même s'ils sont au Maroc, ils obéissent à leurs lois internes. Alors, au Maroc, on interdit, par exemple, la consommation d'alcool. L'ambassade américaine au Maroc, il obéit aux lois américaines. Et à l'intérieur de l'ambassade, on peut se permettre de consommer de l'alcool. Alors, je me rappelle qu'il y avait un ambassadeur étranger d'un pays européen, donc le désigné. Pour eux, le mariage entre même sexe est permis. Et il est venu avec son mari, donc qui est aussi qui est du même sexe. Alors, au sein de l'ambassade, ils sont libres, mais dans la société marocaine, ils doivent respecter l'ordre public marocain. Donc, alors, l'ambassade aussi du Maroc en France, il est considéré comme étant un territoire français, marocain. L'ambassade du Maroc au Bénin ou bien au Sénégal, c'est considéré comme étant un espace ou bien un territoire marocain. Et pareil, les différentes ambassades des pays étrangers au Maroc, ils sont considérés comme étant des territoires de leur nation et à l'intérieur, on applique leur loi nationale et non pas donc la loi du pays d'accueil. Voilà, donc ça c'est le principe de la territorialité des lois. On a un autre principe qui l'épaule, c'est le principe de la personnalité des lois.
Alors là, moi, je suis de nationalité marocaine. Si une fois que je voyage en France, je perds toutes les qualités de ma nationalité marocaine, ça veut dire donc ça va être un peu un désordre. Donc, parce que je suis marocain, j'ai la nationalité marocaine et je veux rester marocain, même en voyageant en France. Alors, une fois arrivé, euh, euh, pas, donc la circoncision, par exemple, imaginons que chaque étranger qui vient au Maroc, il doit être marocain. Les Marocains, ils font, bon, c'est pas une loi, mais une habitude. Donc, supposons que c'était une loi, la circoncision. Et que chaque étranger qui vient au Maroc, il sera obligé de faire la circoncision. Retenez le terme, cherchez-le sur Internet. Alors là, ça va créer un désordre parce que moi, je suis en touriste en France et je ne veux pas devenir français. Et l'autre, il est en touriste. Donc, même si je suis installé pour travail, donc je ne dois pas perdre mes qualités en tant que Marocain. Alors, en tant que Marocain, je suis marié, j'ai des enfants. Alors, je dois obéir. Donc, oui, donc voilà. Alors, je dois profiter de ces qualités-là. Je dois me marier en tant que Marocain, je dois hériter en tant que Marocain. Par exemple, en France, l'héritage, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Au Maroc, il y a la différenciation selon les responsabilités. Alors, est-ce qu'on m'appliquera le droit de la famille marocain ou bien étranger? Alors là, on dit que pour les nationaux, on a le principe de la personnalité de loi et surtout en matière politique et des statuts personnels. Statut personnel, ça veut dire droit de la famille. Alors, si vous êtes donc marocain, donc vous allez vous marier et divorcer selon le droit marocain, même si vous êtes installé en France. Pareil au Maroc. Alors, euh, donc, si vous allez devant le consulat marocain en France, vous lui demandez donc de vous préparer un contrat de mariage. Il va vous demander est-ce que le mari est musulman. Donc, parce que pour une Marocaine, le mari doit être musulman. On doit l'appeler, non, c'est un Français, alors il doit être musulman. Il doit venir au consulat et faire shahadatayn, et dire qu'il témoigne qu'il est musulman. Alors en France et au Maroc, il peut se marier à l'acte civil. On ne va pas lui obliger d'être musulman pour se marier à une Française. Par exemple, même s'ils veulent se marier au Maroc, ils peuvent le faire devant leur consulat, le consulat de France au Maroc et à la française. Donc, pas là pour les statuts personnels, aussi pour les politiques. Donc, un Français au Maroc, il a le droit de voter son président. Il n'a pas le droit de participer à la vie politique au Maroc parce que ce n'est pas un Marocain. Mais donc, il va pas présenter le BA au roi du Maroc, mais il va voter le président de la France. Et là, on facilite selon les disponibilités techniques, on facilite la participation politique des étrangers lorsqu'ils sont installés hors leur pays. Alors, cela dit, donc là, on est dans l'application des lois, donc le principe de la personnalité des lois, et là, il y a vraiment beaucoup de détails à évoquer. J'aimerais passer directement, rapidement sur un autre principe qui est le conflit des lois. Lorsqu'on est dans une relation où il y a un élément d'étrangeté, donc un commerce entre un Marocain et un Français, mais sur le territoire allemand. Donc, j'ai acheté une voiture qui appartenait à un citoyen français euh, en Allemagne. Alors, est-ce qu'on va appliquer le droit marocain, ou bien le droit français, ou bien le droit germain? Alors là, ça pose beaucoup de problèmes, donc ce qu'on appelle le conflit de droit, et on a des règles pour résoudre ces problèmes
Pour les immeubles, par exemple, pour les maisons, les appartements, les terrains, donc on applique directement la loi du lieu. Alors, vous ne pouvez pas acheter un appartement au Maroc selon le droit français. Donc c'est un appartement qui est un immeuble et c'est au Maroc, donc on applique le droit marocain et non pas le droit français. Si vous achetez, c'est pas, donc, si vous voulez une terre agricole, il faut voir le sol. Si on veut installer un commerce dans un État, on doit se soumettre au droit commercial de cet État, et ainsi de suite. Donc, d'accord. Alors, le conflit de loi est donc en droit international, ce qu'on appelle le droit privé international. Donc, il suscite plusieurs problématiques et beaucoup de débats. On a aussi, je rappelle, un principe d'exéquatur. Donc, par exemple, lorsqu'on a une décision judiciaire en France, est-ce qu'on peut l'appliquer au Maroc? On a divorcé, on voudrait valider ce divorce au Maroc. Alors, en France, on a divorcé à travers une décision judiciaire. Est-ce qu'elle est applicable directement au Maroc? Quelles sont les conditions? Et ainsi de suite. Un criminel qui a commis un crime, qui est poursuivi au Maroc et il a voyagé en France. Comment l'extradier? Ce qu'on appelle l'extradition. Pour être jugé au Maroc. Et là, ce sont des accords et des conventions entre les États pour collaborer en matière judiciaire et juridictionnelle pour pouvoir donc faire régner l'ordre et la loi. Donc voilà un ensemble donc de notions qui concernent l'application de la loi et dans l'espace. Ce n'est pas assez. Donc désolé, je ne vous ai pas communiqué encore le PDF pour pouvoir suivre. Donc, j'espère me le rappeler au cours de la semaine pour vous l'envoyer. Je vais l'attacher sur la plateforme, Inch'Allah. Je vais la réorganiser. On était juste très préoccupés par les oraux des masters, les sélections, donc aussi pour doctorat. Donc, ça fait du travail. Alors voilà, donc on arrive à l'abrogation de la loi. Donc la loi entre en vigueur, elle est applicable dans le temps et dans l'espace jusqu'à son abrogation. Donc parmi les critères, on a dit que la loi est permanente. Donc cette permanence, une fois adoptée, elle a tendance à s'appliquer tout le temps, donc dans le temps et dans l'espace, jusqu'à son abrogation. Alors l'abrogation de la loi, c'est le fait de l'anéantir, c'est le fait de l'annuler. Ça veut dire le moment où la loi n'est plus applicable. Et l'abrogation, on peut parler de trois sortes d'abrogation. Alors qui peut essayer de me définir qu'est-ce que ça veut dire l'abrogation? Oui, abrogation, à votre avis, on voit. Qu'est-ce que ça veut dire abrogation? Je vous écoute. Toujours là? C'est quoi l'abrogation de la loi? Oui? Bonjour, vous êtes toujours là? Alors, travailler à distance, ça ne veut pas dire activer son micro et disparaître dans la nature.
Oui, c'est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d'un texte législatif ou réglementaire. Oui, très bien, merci. Oui, donc vous êtes connecté, donc je présume. Donc vous pouvez chercher sur Internet. Donc je ne suis pas en train d'inventer un savoir. Donc je suis en train juste de discuter. Oui, c'est annuler la loi par une autre loi. Donc on peut annuler la loi par une autre loi, comme on peut annuler simplement une loi. Je sais pas, donc on a une loi qui interdit tel commerce et on dit non, il n'y a plus lieu de l'interdire et on va annuler la loi, ça veut dire l'abroger, oui. C'est la révocation. Bon, alors la révocation, monsieur Fernando, euh, la révocation est lorsqu'il y a une relation contractuelle ou bien donc un lien juridique entre personnes privées. Mais lorsqu'on parle de loi, on dit plutôt abrogation. Voilà, donc là, vous dites donc la révocation, c'est une autre notion, c'est lorsqu'il y a un acte juridique ou un contrat. Alors l'abrogation, non, c'est lorsque donc une loi étatique ou bien réglementaire ou bien législative, on l'abroge, ça veut dire on l'annule. C'est souvent annulé par une autre loi, mais comme, oui, est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d'un texte législatif ou réglementaire. D'accord. Donc, vous faites la même recherche, vous tombez sur le texte. Alors, c'est ça. Donc, l'abrogation de la loi, c'est lorsqu'on annule. Voilà, je vais reprendre tout simplement ce que vous avez retrouvé. Alors, l'abrogation est le nom donné, pardon, c'est le nom donné alors je pense que je vais écrire c'est l'annulation de la loi. Alors, l'abrogation, tout simple, l'abrogation, c'est l'annulation. On a trois formes d'abrogation. Donc, normalement, on a dit que la loi est faite pour un ordre social. Oui, oui. Donc, on a trois types d'abrogation, ou bien trois sortes d'abrogation de la loi. On a l'abrogation express, abrogation tacite. Alors, s'il vous plaît, retenez bien tacite et non pas tactile. À l'examen l'année passée, beaucoup d'étudiants m'ont écrit l'abrogation tactile. Il n'y a pas d'abrogation tactile, donc c'est l'abrogation tacite. Donc la tacite, donc on va expliquer, et on a l'abrogation par des études. L'abrogation par des études. Alors, essayons d'expliquer. Donc, l'abrogation express, ça vient pas d'express, ça veut dire rapide. Non, non, ce n'est pas ça. Donc, express, ça veut dire expressément. Il faut s'exprimer. Lorsqu'on, voilà, donc, oui, express par des études. L'abrogation express, c'est lorsque on dispose expressément dans un texte de loi qu'une autre loi est abrogée. Par exemple, si vous prenez la constitution du royaume, alors je vais la chercher. Alors, constitution 2011. Voilà, le texte constitutionnel. Alors, on va voir, je vais partager l'écran avec vous. Pardon.
Désolé, donc je pense que j'ai un problème technique. Alors, l'abrogation express tacite et par des usages. Donc, peut-être bon, lorsqu'il est explicitement énoncé dans un texte nouveau par l'autorité, tacite ou implicite aux raisons. Oui, oui, merci, Aya. Alors, donc vous avez pris des notes du tableau. Donc, je vais l'effacer pour passer au partage de l'écran, si vous permettez. D'accord? Alors, retenez, donc on va voir l'abrogation express, l'abrogation tacite et l'abrogation par des études. Alors, je vais annuler et partager l'écran. D'accord? Alors, voilà. Donc, partage de l'application écran. Voilà, on est là dans le texte constitutionnel de 2011. Alors, si on va à l'article, au dernier article, alors essayez de lire avec moi. Alors, l'article 180, sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent titre, est abrogé le texte de la Constitution révisé, promulgué par le Daher, donc 23 Jumada, du 7 octobre 1996. Alors là, on dispose clairement que cette Constitution abroge la Constitution de 1996. D'accord? Et là, on parle de l'abrogation express parce qu'on a exprimé dans le nouveau texte, dans la nouvelle constitution, qu'elle abroge l'ancienne constitution. Donc, on ne peut plus parler de la constitution de 1996 parce qu'elle est abrogée. Comment? Elle est abrogée par l'article 180 de la constitution de 2011. Et là, on est donc dans l'abrogation express. Alors, l'abrogation tacite, c'est un autre lieu. On ne dit pas que c'est abrogé, mais on a deux dispositions qui sont contradictoires. Deux dispositions qui sont contradictoires. Par exemple, retenons l'article 85 du DOC, du Daher des obligations et des contrats. Alors, Daher des codes formant code d'obligation. Retenez cet article, Daher, code des obligations et des contrats, Royaume du Maroc. Alors, si je me rappelle bien, donc j'espère que ma mémoire me sera utile là-dessus. Alors, 85. Alors, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par les faits des personnes. Non, ce n'est pas ça. Dommage, le père et la mère. Ah oui, 85. Les institutions et les fonctionnaires, faute d'imprudence. Il sera donc chacun répond au dommage l'animal. Donc, je veux l'article de la concurrence déloyale. Voilà, 84, pardon. Peuvent donner lieu à des dommages et intérêts les faits constituant une concurrence déloyale, par exemple. Alors là, la concurrence déloyale, donc comparée avec les dispositions de l'article du Daher. Alors là, c'est bien noté. Alors, on a l'article qui parle de la concurrence déloyale ici, 84, le fait d'user d'un nom ou d'une marque, ainsi de suite. Mais on a article, ou bien disons directement la loi 1797. Alors là, c'est une loi relative à la propriété industrielle et commerciale qui parle aussi de la concurrence déloyale. Et là, on va voir son article 184 qui parle aussi de la concurrence déloyale. Et il y avait un problème juridique. Est-ce qu'on applique les dispositions du DOC, du Daher des obligations et des contrats relatifs à la concurrence déloyale, ou bien est-ce qu'on applique la loi 1797 sur la concurrence déloyale?
Alors là, donc voilà. Retenez maintenant, on a l'article 184 de la loi 1797 relative à la propriété industrielle et commerciale constitue un acte de concurrence déloyale. Tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale sont notamment interdites. Tout fait quelconque de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen dans l'établissement. Alors, si on fait le parallélisme et la comparaison entre le DOC et la loi 1797, on trouve qu'il y a des notions qui ne sont pas pareilles. Alors, et on va dire, alors, qu'est-ce qu'on applique? Est-ce qu'on applique la loi sur la propriété industrielle et commerciale ou bien le DOC? Alors là, on va dire, regardons qui est le plus ancien et qui est le plus, donc quelle est la loi la plus récente. DOC, c'est le Daher des obligations et des contrats, c'est 1913. La loi 1797, c'est l'an 2000. Donc, le nouveau texte s'applique et prime sur l'ancien texte. S'il y a contradiction entre le nouveau et l'ancien, on va appliquer le nouveau texte et non pas l'ancien texte. D'accord? Et là, on parle d'une abrogation tacite. Alors, tacitement, donc l'article 184 de la loi 1797 relative à la propriété industrielle et commerciale abroge tacitement l'article 84 relatif du Daher des obligations et des contrats relatif à la concurrence déloyale. D'accord? Alors là, on parle de l'abrogation tacite. La dernière forme d'abrogation, c'est l'abrogation par désiétude. Désiétude, c'est lorsqu'on abroge le texte ni Désolé, donc oui, le travail de la maison n'est pas toujours très, très calme. Alors, l'abrogation par désiétude, c'est lorsqu'on a un texte qui est en vigueur, qui est valable, mais au niveau de l'autorité publique, on ne force pas l'application. Par exemple, on parle de la loi de l'interdiction du tabac, donc loi d'interdiction de fumer au Maroc, par exemple. Alors, la loi 1591, voilà, loi 1591. Alors, cette loi-là, elle n'a jamais été appliquée. On l'a adoptée, on a adopté la loi. Donc, loi 1591, vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver la loi. C'est la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics. On l'a adoptée, mais on n'a pas préparé le terrain et la société pour l'appliquer. Et la loi a resté en désuétude. Donc, on a toujours des personnes qui se permettent de fumer dans les lieux publics. Ils ne sont passibles d'aucune sanction parce qu'on n'applique pas la loi, on n'a pas mis les mesures nécessaires et réglementaires pour forcer les gens à appliquer cette loi-là. On a une autre loi concernant, par exemple, l'interdiction de la vente de l'alcool aux musulmans. Alors, au Maroc, la loi interdit à tout commerçant, même s'il a une autorisation de vente de l'alcool, des boissons alcooliques, il lui est interdit de vendre de l'alcool aux musulmans. Donc, c'est-à-dire, parce que l'autorisation octroyée dans le Daher, chaque établissement qui a une autorisation de la vente de l'alcool, dans l'autorisation, on lui mentionne qu'il est interdit de le vendre aux musulmans. C'est seulement aux non-musulmans. Mais si on regarde la quantité d'alcool consommé au Maroc par rapport au nombre de non-musulmans au Maroc, il ne suffit pas donc pour être servir à table, mais pour en faire des piscines. Alors on sait que
ceux qui consomment l'alcool au Maroc, ce sont les musulmans et non pas les non-musulmans. Alors que la loi, il dispose que donc il est interdit de le vendre aux musulmans, mais on ne l'applique pas. On ne va pas aux grandes surfaces pour interdire et fermer. Donc, les grandes surfaces pour leur dire, vous vendez l'alcool aux musulmans, donc on ne va pas demander, et la loi est désuète. Désuète, ça veut dire non applicable, même s'il est toujours en vigueur. Cela veut dire que juridiquement parlant, on peut à n'importe quel moment commencer à appliquer la loi. Je donne un troisième exemple qui est plus significatif, c'est l'amende de traversée pour les piétons. Si vous traversez la route d'un passage à travers un passage non piéton, vous êtes passible d'une amende de 30 dirhams, si je me rappelle. Alors, mais là, on n'applique pas le texte parce que donc on a voulu le faire et ça a fait socialement un peu donc une ironie. On a donné les carnets de souche pour les policiers pour coller les amendes de 30 dirhams aux piétons qui traversent d'un passage non piéton, mais personne ne respecte et c'était impossible, voire difficile, socialement inacceptable, inaccepté de concevoir et de payer ces amendes-là. Et la loi donc du code, donc cet article de la loi du code de la circulation reste désuète et non applicable. D'accord? Alors là, ce sont donc en général euh, les thèmes qui concernent l'application de la loi dans le temps, dans l'espace et son annulation de la loi pour qu'on puisse passer à parler de la coutume comme source, deuxième source directe de la règle de droit. Et là, j'aimerais recevoir vos questions avant d'en résumer avec cette section. J'attends vos questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, تفضل c'est Abdullah. Messieurs, le vidéo de l'ancien CIOS, est-ce que vous pouvez enregistrer ou pas? Oui, c'est sur la plateforme. Vous ne le retrouvez pas? Non, ne trouvez pas. Messieurs, messieurs, la, Oui, la, la séance de l'essence directe de la règle de droit 1. Il n'y les a sources, pas les sources 1. directes de la règle de droit 1. Alors, ah oui, d'accord. Euh, oui, ce n'est pas attaché. C'est bizarre. D'accord, d'accord. Alors, je vais réorganiser les séances donc en enchaînant. D'accord? Alors, Oui, je dois merci, merci. seulement réorganiser. Donc, normalement, le 2, ça devient le 1 et cette séance, c'est le 2. Donc, j'ai omis parce que donc, je prévoyais de faire l'enregistrement et de l'attacher, mais la vidéo n'a pas voulu s'attacher, c'était très, très lent. Et j'ai abandonné et j'ai refait la séance en direct. Donc, c'est Ah, juste merci, question merci, monsieur, de merci. réorganisation. Merci Oui, beaucoup. merci pour me le rappeler. Merci. Oui, d'autres questions concernant le cours, ça va? J'attends vos questions, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de questions? Bon, alors si vous n'avez pas de questions, donc
Alors, je pense que je m'arrête là. Donc, 1 h 30, donc c'est largement suffisant pour ne pas trop vous encombrer. Alors, rappelez-moi la prochaine séance. Bon, parlons de la coutume. Donc, normalement, la deuxième source de la règle de droit, c'est la coutume. Euh, on va essayer de l'avoir succinctement donc la séance prochaine pour parler des sources interprétatives de la règle de droit. Alors, les sources directes, on a la loi et la coutume. Les sources interprétatives, on a la jurisprudence et la doctrine. Donc, on va essayer de voir la coutume, de commencer par la coutume la séance prochaine, avant d'entamer la discussion sur les sources interprétatives qui sont la jurisprudence et, et la doctrine. Pour passer au droit subjectif, si vous le voulez bien. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, oui, il y a un polycope, donc oui. Donc, je vais essayer de vous le mettre sur la plateforme au cours de la semaine. Donc, c'était vraiment des semaines un peu euh, chargées avec les concours de master et de doctorat. Donc, bonne journée à vous également. Merci.